Ici Charles Tisser. Bienvenue à Découverte. Au programme, le nord du Québec, les grandes manœuvres. Comment concilier le développement économique du nord québécois, riche en ressources naturelles, avec la protection de la nature sauvage et les aspirations des Autochtones? Nous consacrons aujourd'hui toute notre émission à cette question. Avec le plan Nord, qui est en train d'être redessiné par le gouvernement, Québec s'attaque à un immense territoire, riche en ressources naturelles. C'est aussi une des rares régions du monde dont le potentiel de conservation est encore très élevé. Comment concilier le développement économique avec les aspirations des Autochtones et la protection de la nature? Il y a tout juste un an, une de nos équipes avait mis cap au Nord, à la rencontre de ce territoire unique. Voici ce qu'ils avaient rapporté. Un territoire de plus d'1 million de kilomètres carrés, mais seulement 2% de la population du Québec. Tout au nord, le pays des Inuits. Ils occupent ces lieux depuis près de 4000 ans. Ils habitent des villages qui s'égrènent le long des côtes. Un peu plus au sud, le pays des Cris, dans la forêt boréale. Le nord du Québec, c'est une terre de démesure et de contraste, qui couvre plus des 2/3 de la superficie totale du Québec. 3000 km de littoral, des massifs très anciens, de hauts plateaux et de magnifiques vallées. Des vallées comme ici à Umuyak, des vallées qui sont marquées par le passage et le retrait des derniers glaciers. Défini en 2011, le plan Nord s'applique à partir du 49e parallèle. Immédiatement au-dessus, une bande d'à peu près 300 km de large dans laquelle le développement économique est déjà bien engagé. Il y a des villes, des routes et de l'électricité. Au-dessus, on traverse le pays de la baie James, puis le Nunavik, et c'est très différent. La forêt diminue, puis disparaît. Pas de route, pas d'électricité. Or, c'est dans ce Grand Nord que les véritables enjeux se situent. On est en territoire autochtone. Cris et Inuits conservent des droits incontournables en matière de propriété foncière et d'aménagement du territoire. This is my life, this is my home, this is my land, this is my ancestors' land. Par ailleurs, c'est une des dernières régions au monde où le potentiel de conservation est élevé. De soustraire ces grands espaces au développement, c'est quelque chose qu'on laissera certainement à nos enfants. Et puis surtout, le sous-sol est riche en minerais. Il est convoité par des gens qui rêvent de développement économique. L'histoire minière du Nunavik ne fait que commencer avec Extrapol. Il y a des milliards d'années, le bouclier canadien s'est formé ici, dans des conditions qui sont propices à la formation de gisements de minerais. Si bien que le plan Nord, c'est d'abord une histoire de mines. Déjà, la totalité de la production de nickel au Québec provient de cette région. On y produit aussi beaucoup de fer, de zinc, de platine, du cobalt, des métaux qui sont très précieux pour l'industrie. Chers amis, le coup d'envoi est donné. En lançant le plan Nord en mai 2011, l'ex-premier ministre Jean Charest ne faisait que profiter d'un boom minier. Mais ce plan engageait l'État dans des investissements se chiffrant en milliards de dollars. On parlait notamment de développer 3500 mégawatts d'énergie renouvelable et de faire des routes et des ports en eau profonde. Le développement du Nord constitue un formidable potentiel de création de richesses pour tous. Le nouveau gouvernement veut poursuivre le plan Nord en le réorientant. On parle désormais du Nord pour tous. Reste à voir ce que cela signifie, mais en attendant, la question du développement nordique est bel et bien posée. Nous sommes dans l'Ungava, au milieu d'un monde de roches.
surgit de nulle part un avion atterri. Une petite armée de travailleurs en descend. Venant de Montréal via Rouyn-Noranda, ils vont passer ici 4 semaines avant de retourner se reposer dans le sud. Ce n'est pas banal. À 120 km à vol d'oiseau du plus proche village, la multinationale suisse Xstrata exploite une mine de nickel. Une des plus importantes au monde, et cela depuis 15 ans. C'est la mine Raglan. Pas de magasin général alentour, pas de quincaillerie, pas de garage. Il a fallu tout amener du sud, pièce par pièce. Ça demande un degré d'autonomie très large, très grand. Et effectivement, toutes les denrées arrivent par 2 modes de transport principaux, c'est-à-dire tout arrive par voie aérienne ou voie maritime. Il faut aussi une source d'énergie. On génère de l'électricité à partir de diesel importé. À raison de 50 millions de litres par an, Xstrata en consomme à elle seule plus que l'ensemble des 14 villages inuits. Le complexe hôtelier héberge 850 employés. Au restaurant, l'ambiance est bonne et la nourriture est soignée. Tout à côté, il y a tout ce qu'il faut pour garder la forme physique. Construire cette petite ville doublée d'une mine dans un climat nordique pose d'importants défis technologiques. La première contrainte, c'est celle du pergélisol. Si le sol est gelé en profondeur, sa surface dégèle pendant l'été. Les bâtiments sont surélevés pour éviter que le sol ne dégèle davantage. Autre contrainte, l'eau de surface étant rare ici, il faut l'économiser. Or, extraire du nickel exige de grandes quantités d'eau. Et c'est brouillé. Broyée, la roche est mélangée à de l'eau et à des substances chimiques. Pendant que le concentré de nickel flotte à la surface, les résidus tombent au fond, formant une boue dont on extrait l'eau. Depuis 10 ans, nous utilisons la même eau. C'est une contrainte vraiment importante que nous sommes imposés comme entreprise. Donc, il n'y a aucune eau à l'environnement qui est rejetée par la minière, ce qui est important à dire. Aucune eau de procédé. Aujourd'hui, les conditions sont vraiment typiques du Nunavik. Il y a beaucoup de brume. Les résidus miniers sont très abondants. Stockés à l'extérieur, ils forment une gigantesque butte de 35 mètres de hauteur. Au sommet de cette colline artificielle, on marche sur les rejets compactés auquel on a ajouté un épais recouvrement. Donc, le recouvrement final a 2,4 mètres. Il sert finalement d'isolant. Les résidus miniers sont gagnés par le pergélisol, demeurent gelés et le couvert final, tel qu'on l'envisage, va servir d'isolant pour les résidus miniers afin qu'ils demeurent gelés le plus longtemps possible. On cherche à garder congelés les résidus miniers pour éviter ce qu'on appelle le drainage minier acide. Ce phénomène a lieu lorsque les minéraux sulfureux sont oxydés, produisant des eaux acides toxiques pour l'environnement. À ces latitudes, congeler les résidus est donc un avantage. Mais ce n'est pas simple parce que le réchauffement climatique accélère la fonte superficielle du pergélisol. Écoutez, le pergélisol, nous n'avons pas la certitude qu'il va durer des siècles. Nous n'avons même pas la certitude de sa durabilité en termes de temps. Quand le gisement sera épuisé et qu'Xstrata partira,
que va-t-il se passer? Le recouvrement sera-t-il efficace à très long terme? La compagnie fait des tests à ce sujet, mais pour le moment, elle n'a pas de solution. Par un beau temps exceptionnel, nous filons sur une route de 100 km de long. Une route faite uniquement pour le transport de concentré de nickel. Direction Baie Déception, le port d'exportation de la mine Raglan. Dans ce grand entrepôt en bois, le concentré est stocké avant d'être expédié pour raffinage en Ontario puis en Norvège. Juste à côté, un port en construction. À chacun son quai. C'est celui de l'entreprise Canadian Royalties qui va bientôt ouvrir une autre mine de nickel. À l'été 2011, une partie du quai en construction s'est effondrée dans les eaux de la baie. Un incident qui retarde d'1 an l'ouverture de la mine. Pour construire l'entrepôt, il faut que ce soit terminé avant la fin septembre. Après, les vents sont trop forts. On ne peut plus ériger de mur, plus ériger de toiture. Puis ensuite, on ne peut pas construire un quai en hiver. L'hiver arrive vite. L'hiver arrive fin septembre, début octobre. C'est la glace, on ne peut pas construire de quai. Le quai va être construit, quand on dit au printemps, le printemps ici, c'est au 15 juin. Là. Les défis techniques auxquels font face les minières illustrent la difficulté de ces implantations industrielles. On est toujours dans un climat très rigoureux, loin des villages. Cela aboutit à un type de développement particulier. Gérard Duhem a passé 25 ans de sa carrière de sociologue à étudier le développement du nord du Québec. Pendant très longtemps, les projets miniers ont été à peu près sans impact sur l'économie des villages, puisque les projets miniers étaient réalisés, pour ainsi dire, en vase clos. Les compagnies minières là-bas avaient leurs propres approvisionnements, avaient leurs propres moyens de transport, avaient leurs propres employés qui faisaient venir du sud. Et donc, il restait très peu de retombées ou d'implications pour les collectivités régionales. Aujourd'hui, les minières se préoccupent davantage de retombées régionales. Mais est-ce suffisant pour changer radicalement de modèle de développement? La question concerne d'abord et avant tout les communautés autochtones qui vivent depuis des millénaires sur un territoire que, pour leur part, les gens du Sud découvrent à peine. Après la pause, le développement du Nord et les Autochtones. Le village de Saluit se cache au fond d'un fjord, à quelques kilomètres du détroit d'Hudson, dans l'extrémité nord du Québec. Un site enviable, de belles maisons colorées. Mais les familles sont nombreuses et il n'y a pas assez de logements. C'est la première revendication des Inuits. Le plan Nord prévoyait 800 nouveaux logements pour tout le Nunavik. 2 fois moins que ce que réclament les autorités régionales. Ce n'est pas le seul problème. Les maisons sont surélevées pour éviter de faire fondre la couche superficielle du pergélisol. Mais dans le contexte du réchauffement climatique, le pergélisol fond de plus en plus vite. Le pergélisol, là, avec peut-être la glace de mer, la glace de glacier, c'est le phénomène de la cryosphère qui répond le plus directement au climat. Les profondeurs de dégel, est-ce que le foreur vous a donné des indications? Qu'est-ce qu'il a trouvé? Oui, bien c'est intéressant. Ici, on a 2,5 mètres de dégel. Ici, on a 1,5. En 2 décennies, Michel Allard a vu la température moyenne à Saluit augmenter de près de 3 degrés, du jamais vu dans le nord du Québec. Chaque année,
La couche superficielle ou mollisol dégèle un peu plus, si bien qu'on a mesuré ici une importante déformation du sol. Le village s'est enfoncé. En 1992, cette couche qui dégèle annuellement atteignait environ 80 cm d'épaisseur. À la fin des années 2000, de 2000 à 2010, elle atteignait 1,10 m. Donc, on a dégelé le terrain de 30 cm davantage. Il y avait environ la moitié, 50 % c'était de la glace. Donc, cette glace a disparu. Le terrain a baissé d'environ 15 cm. La fonte du pergélisol affecte l'assise des maisons. Elle déforme aussi les routes et les pistes d'atterrissage, ce qui nécessite de coûteuses réparations. Mais en 1998, un accident a même fait craindre pour des vies humaines. Dans cette pente sur les hauteurs du village, le mollisol en dégelant a provoqué un glissement de terrain. Plus de peur que de mal, mais une vingtaine de maisons ont dû être déménagées. Pour Charlie Pingartuk, un pêcheur de métier, le réveil a été brutal. Comme bien d'autres, il a pensé que le village en entier devrait déménager. Faire une vie plus vers la montagne. Vers la montagne, oui. Parce qu'ici, ça nous inquiète un peu, la terre. Oui. C'est gelé. Oui. Si ça dégèle, on va certainement partir avec peut-être, là, mais j'espère. Ou avoir des sols instables, en tout cas. Ouais. Finalement, c'est une autre solution qui a prévalu. Québec a demandé aux chercheurs de réaliser une carte détaillée des types de sols du village. Une démarche qui, d'ailleurs, a été appliquée à la plupart des villages du Nunavik. Le maire, Angutugirk, considère cet outil comme essentiel pour décider où construire désormais en toute sécurité. Mais Salouit n'est pas au bout de ses peines. Le village ne possède pas d'égout ni d'aqueduc. C'est grâce à un système de camions-citernes qu'on livre l'eau potable et qu'on collecte les eaux usées. Une solution qui laisse à désirer. Chaque année, par exemple, il y a une crise de l'eau potable au village. Chaque année, les prises d'eau du réservoir gèlent ou bien la rivière est à sec. Nous devons alors ouvrir tant bien que mal des pistes le long de la rivière pour que le camion aille chercher de l'eau. Comme c'est Québec qui finance toutes ces infrastructures, on doit s'attendre à des installations qui respectent les normes provinciales. Mais c'est loin d'être le cas. Une visite au dépotoir de Salouit réserve un choc. Pas de cellules contrôlées, tout en vrac mélangé, des sacs de déchets à l'air libre, parfois sommairement brûlés. Et au milieu de tout ça, des déchets dangereux. Pire, les eaux usées domestiques sont déversées directement dans la nature. Elles ruissellent jusqu'au fjord aux abords du village. Un cas évident de contamination. Nous déversons encore les eaux usées directement dans le dépotoir municipal. Et Mère Nature l'absorbe, mais pas entièrement. Nous sommes en retard. Salouit est peut-être le pire cas. Mais les autres villages accusent aussi du retard.
La présidente de l'administration régionale Kativik, l'organisme de service public créé par Québec pour le Nunavik, se plaint du sous-financement de ses infrastructures. Nos défis sont uniques. Il n'y a pas de ressources techniques. Le climat est abominable. Le pergélisol fond. Nos coûts de construction sont élevés. Nous devons renégocier tous les 3 ou 4 ans. Il nous faut des accords à plus long terme. Dans le Sud, je ne pense pas que les municipalités ont un financement à la pièce pour traiter l'eau potable. Mais si Québec ne fournit pas assez d'aide au développement, les villages nordiques peuvent-ils profiter de la présence des grandes entreprises? Premier impact direct, l'emploi. On constate que seulement 18% des employés de la mine Raglan sont des Inuits. À Saluit, ils ne sont que 12, dont 3 mineurs. Pour Palousi Okituk, devenir mineur était pour lui un choix logique, mais déchirant. Oui, I see it hurts a little bit because Ça fait mal de voir ça. C'était tellement beau avant, mais on est en train de tout massacrer avec toutes ces grosses machines là-bas. Autre impact direct, la contribution des industries en partage des profits. Xstrata est une des rares minières sur le territoire du Plan Nord à verser des redevances aux communautés. Le montant est important. Depuis 2004, elle a remis 115 millions de dollars aux signataires, soit la société Makivik et les villages de Kangisouyak et de Saluit. Au début, les maires ont partagé ces fortes sommes directement entre les habitants, une manne qui a créé des problèmes sociaux. Mais aujourd'hui, on a appris du passé. L'argent va prioritairement à des projets collectifs. On a mis sur pied un service de transport collectif, on a rebâti une église et édifié une garderie. Autre exemple, cette grande piscine en construction lors de notre passage. Pour le président de la Corporation foncière, c'est un projet prioritaire. C'est une infrastructure dont la communauté a besoin. Des loisirs pour les enfants, parce qu'il n'y a pratiquement pas d'infrastructure de loisirs pour eux ici. Pas de parc, pas de terrain de baseball, ni de skate, rien pour les jeunes. On a bien une aréna, mais elle a besoin de réparation. Québec nous a donné des fonds pour la piscine parce que la communauté et la municipalité l'ont demandé. Mais le reste vient des redevances de la mine. Il faut des projets pour intéresser les jeunes et lutter contre le décrochage scolaire. Ici, 4 écoliers sur 5 ne finissent pas leur cours secondaire. Plus de la moitié de la population ayant moins de 20 ans, les Inuits disent penser à l'avenir. Avoir su ce que nous savons aujourd'hui, si nous avions à renégocier, nous pourrions obtenir un meilleur pourcentage des profits. Quand toutes ces ressources s'en vont ailleurs dans le monde, les actionnaires encaissent de gros profits. Alors pour nous, c'est donnant-donnant. Dans toute négociation sur le développement, les Autochtones rappelleront leur retard dans les infrastructures municipales et leurs besoins sociaux criants. Ce n'est pas nouveau, mais le Plan Nord semble être passé à côté de cette évidence. Reste à voir si le message sera entendu par le nouveau gouvernement. Après la pause, l'impact sur l'environnement.
l'embouchure de la grande rivière de la Baleine. De génération en génération, les cris l'ont toujours occupé. Le premier poste de traite remonte à 1750. 2 siècles plus tard, l'armée canadienne y établit une base. En 1965, elle quitte la région et cède ses installations au gouvernement du Québec. Cris et Inuits se partageaient déjà le territoire. Ils fondent 2 villages côte à côte. Le résultat est un peu curieux à première vue, mais on s'y fait vite. Les rues asphaltées, c'est à Kuujjuarapik. Les rues en gravier, c'est à Wapmagoostui. Un seul CLSC, 2 entrées différentes. 2 lignes de soins selon la langue et la communauté. Un des avantages de la présence de l'armée, c'est qu'elle a laissé un système d'égouts et un aqueduc. Modernisés, ces infrastructures font de ces villages des exceptions dans le nord québécois. Là où l'armée a failli, c'est dans le nettoyage environnemental avant qu'elle quitte les lieux. Il reste aujourd'hui ce site qui a déjà contenu près de 2200 barils de bitume. Des barils rouillés, percés pour la plupart, contaminant le sol. Tout cela en bordure de rue, sur des terrains non clôturés, accessibles à tous. On avait l'habitude de jouer avec ce bitume. Je connais des jeunes qui ont même essayé de partir un feu avec ça. Et cela m'inquiétait beaucoup. Vous savez, ici, nous ne sommes même pas équipés pour faire face à un feu de produits chimiques toxiques. Pendant 25 ans, sans relâche, les Autochtones ont demandé aux autorités provinciales de fermer le dépotoir et de décontaminer le lieu. Ce n'est que l'an dernier que les choses ont bougé. Lors de notre passage, il restait 700 barils à emballer et acheminer par bateau à Montréal vers un centre de traitement. Le jeune chef du conseil de bande raconte cette histoire pour expliquer sa méfiance vis-à-vis des grands projets industriels. C'est inacceptable. C'est ce qui m'inquiète. S'il y a un développement industriel d'envergure, combien de temps cela leur prendra-t-il pour nettoyer? Ce bitume est là depuis que l'armée est partie. Ce n'est pas un site important, et cela leur a pris une éternité pour nettoyer. Le Plan Nord recensait 11 projets industriels importants susceptibles de démarrer au cours des prochaines années. Mais on est loin d'une réalisation concrète. Pour sa part, Québec s'engageait à construire une route vers les Monts-Autriche et à refaire la route 389. Il envisageait aussi un port dans la baie d'Hudson et un chemin de fer entre Shefferville et Kuujjuaq, 2 projets pour lesquels le nouveau gouvernement n'a pas encore pris position. Les Cris ne sont pas contre le développement, mais ils se sont dotés d'une politique minière dans laquelle ils exigent un partenariat assorti de garanties sur le plan environnemental. Nous devons vraiment nous préparer et comprendre ce qu'est le Plan Nord et en quoi il nous affecte. Nous voulons être consultés et faire partie intégrante du processus. Nous voulons que le respect que nous avons pour notre terre soit pris en considération et nous assurer que tous les dégâts environnementaux du passé ont été nettoyés. Les Autochtones demandent la restauration des anciens camps d'exploration minière. Cet héritage empoisonné du passé a maintes fois été dénoncé, notamment lors de ce reportage de Radio-Canada en 2008. Ce site est un des pires. Une ancienne mine de la compagnie Lone Star Mining, abandonnée précipitamment en 1974, le propriétaire en faillite. Mais ce n'est pas tout. Il y a un total de 275 camps d'exploration abandonnés au Nunavik. À l'instance des Inuits,
un grand projet de nettoyage est né, financé par l'industrie et les gouvernements fédéral et provincial. Aujourd'hui, la majorité de ces sites ont été réhabilités. Sur le territoire du Plan Nord, il reste cependant une dizaine de sites abandonnés de grande taille, comme celui-ci. Asbestos Hill, à 40 km de la mine Raglan, est une ancienne mine d'amiante qui a opéré entre 1972 et 1984 par la société Asbestos Limitée. Les montagnes de résidus sont toujours là. Il n'y a pas eu de restauration du site. Pour l'État, la restauration des sites abandonnés ou orphelins est un fardeau financier important. À cet effet, 250 millions étaient prévus dans le Plan Nord. Très attachés à leurs activités de chasse et de pêche en toute saison, les Autochtones exigent davantage des minières pour éviter les erreurs du passé. Nous sommes inquiets pour notre milieu de vie, parce que nous sommes dépendants des caribous, des oies et des renards, de tous les animaux qui vivent ici. S'il y a une contamination quelque part, nous sommes aussitôt informés. Et c'est en travaillant avec l'industrie que nous nous assurerons que notre milieu est protégé. Par contre, les Autochtones semblent tolérer la pollution dans les villages. L'État québécois vit la même contradiction puisqu'il resserre ses contrôles sur l'industrie, mais tolère des installations municipales défectueuses et ferme les yeux sur la pollution qui en découle. Après la pause, des aires protégées avant qu'il ne soit trop tard. Les grands espaces nordiques constituent un patrimoine naturel exceptionnel. Ils témoignent d'une biodiversité fragile et complexe. Dans le cadre du Plan Nord, l'État s'était engagé à mettre à l'abri du développement industriel la moitié du territoire, un objectif que conserve le gouvernement péquiste. Pour y arriver, il faut surtout créer de nouvelles aires protégées, comme des parcs nationaux ou des réserves de faune. Actuellement, celle-ci ne couvre que 10% du territoire, un pourcentage qui pourrait être doublé. Pour le moment, la protection avance au cas par cas, mais il y a quand même de bonnes nouvelles. La plus importante, c'est la création du parc Tursuyuk au Nunavik. Il fera 26 000 km². Ce sera de loin le plus grand parc du Québec et par de nombreux aspects le plus diversifié et le plus beau. Parmi les sites vedettes, les spectaculaires cuestas de la baie d'Hudson, des collines sculptées par l'érosion. Le goulet d'entrée du lac Guillaume de l'Île, fréquenté de tout temps par les Autochtones. Pas étonnant que cette création soit unanimement saluée. C'est absolument une belle chose. Et tout ça traverse un ensemble d'écosystèmes qui sont complètement originaux dans la région, qui caractérisent vraiment la région de toundra forestière subarctique. C'est très important pour nous. Nous protégeons cette région parce que c'est notre territoire de chasse, pour la nourriture. Les parcs sont les fleurons des aires protégées. Ils correspondent à des critères de création assez stricts. On a pu trouver des territoires qui, du point de vue de la géomorphologie, les parcs étant beaucoup axés sur la beauté des paysages, mais aussi des territoires qui sont représentatifs en ce qui a trait à la faune, à la flore, au climat. L'hydrographie aussi, c'est très important. À 1 heure de vol d'Imuyuyak, le lac à l'eau claire est au cœur d'un immense système hydrographique.
D'une superficie de 1200 km², ce sera un des attraits du parc Tursuyuk. Le lac est issu de l'impact d'une météorite géante il y a quelques 290 millions d'années. On le voit notamment à la surprenante couleur mauve de la bordure des îles. Elle est formée de roches qui ont été refusionnées lors de l'impact. Yves Bégin, qui fréquente cette région depuis plus de 30 ans, connaît très bien ces écosystèmes. Le lac en tant que tel est un joyau par la nature des écosystèmes, par la richesse floristique qu'on y trouve. Par exemple, ici, sur les îles, on trouve 250 espèces vasculaires, alors qu'on en a environ 180 en périphérie. Donc, c'est un environnement qui est beaucoup plus riche, relié au dynamisme des écosystèmes qui s'y trouvent. Il n'empêche que la création du parc Tursuyuk aura été une longue bataille. En 2008, la proposition du ministère se limitait à 15 000 km² s'étendant entre le lac Guillaume-de-l'Île et le petit lac des Loups-Marins. La taille du parc restait importante, mais on avait exclu au nord le bassin de la rivière Nastapoka. La raison était évidente. Hydro-Québec comptait exploiter la rivière Nastapoka pour en tirer 1000 MW d'électricité. Mais les Inuits des villages concernés n'étaient pas d'accord. Pendant 4 ans, le maire David Issapa a mené la lutte pour inclure la rivière Nastapoka dans le projet. Les gens ont travaillé dur. Ça n'a pas été facile de se battre contre le gouvernement pour inclure la Nastapoka, parce qu'ils étaient en faveur du projet hydroélectrique. À la fin, ils ont gagné. En avril dernier, Hydro-Québec a accepté de renoncer à son projet. Le parc s'est enrichi de magnifiques paysages et on a gagné la protection en amont d'une population exceptionnelle de phoques d'eau douce. Cependant, lors du dernier tracé des limites, Hydro-Québec a fait une brèche dans le parc en obtenant l'exclusion de la petite rivière de la Baleine. Ce qui montre qu'elle n'a pas renoncé à cette rivière. Mais l'idée de développer cette forme d'énergie aussi au nord est loin de faire l'unanimité. Il tombe au moins 40 % moins de précipitations ici que dans le secteur de la Grande. Donc, on se retrouve dans un contexte où développer des centrales hydroélectriques dans un environnement comme ici ne représentera probablement pas un potentiel aussi élevé que plus au sud. Alors, quelle décision doit-on prendre? On a ici des joyaux de la nature. Est-ce qu'on garde ça? Est-ce qu'on ne se tourne pas vers d'autres formes d'énergie, d'autres façons de développer? Dans la réalisation du parc, il y a une autre entorse au principe de conservation. L'industrie minière a gardé des terres qui font l'objet de prospection, ainsi que l'accès côtier à ces terres. Quand on crée un parc, on ne peut pas aller à l'encontre, bien sûr, de droits déjà accordés. Et dans ce cas-là, il y avait des droits miniers qui étaient accordés dans 3 petites parcelles qui sont vraiment minimes. Là, si on considère que le bassin versant de la Nastapoka qui est proposé comme ajout au projet de parc, c'est un peu plus de 10 000 km². Donc là, on parle de 3 petites superficies qui totalisent peut-être une centaine de kilomètres carrés. La primauté des mines sur la conservation se rencontre ailleurs. Ainsi, dans le projet de parc de la Baie aux Feuilles, près du village d'Opaluc, à cause des concessions minières accordées, on a laissé en plein centre du parc un couloir d'environ 50 km de long par 10 km de large. Aux caribous et aux bœufs musqués de faire le détour. En définitive, la création du parc Tursuyuk illustre à quel point il est difficile de concilier le développement économique et la protection de l'environnement. Pour le moment, ce qu'on a retenu du plan Nord, c'est surtout l'invitation faite à l'entreprise privée pour qu'elle accélère ses investissements dans le contexte d'un boom minier. On est encore dans le même modèle où le gouvernement central va accaparer les retombées économiques principales. Et les régions sont laissées elles-mêmes sans ces retombées. Elles ont des retombées immédiates, elles vont avoir un peu d'emploi, quelques entreprises qui vont pouvoir durer peut-être 20 ans, peut-être aussi 5 ans, parce que, oublions pas que tout ça fluctue avec les marchés, qui fluctuent actuellement à la baisse. Et elles sont laissées ensuite avec les déchets miniers. Ce premier plan de développement sera réorienté dans les mois à venir. Mais une chose est sûre,
La machine est lancée. Il y a fort à parier qu'avec le plan Nord, d'autres minières vont venir s'installer au Nunavik et le savoir-faire qui est acquis avec Xstrata va se perpétuer dans le territoire pour les décennies et probablement même les siècles à venir. Pour les Autochtones, c'est différent. Ils sont à la fois ouverts et inquiets. Nos jeunes ont besoin d'emploi, ils ont besoin de formation. Et nous devons être prêts à réagir à ce que l'industrie propose pour leur bien-être et leur sécurité. C'est une opportunité pour améliorer la qualité de vie dans la région. Mais nous devons définir notre propre vision du développement. Nous n'allons pas rester à l'écart et regarder passer le train. Le plan Nord est un plan gouvernemental. Nous devons en faire un plan du Nunavik. Après la pause, le nouveau World Trade Center. Un aperçu. 12 ans après les attaques du 11 septembre, les New-Yorkais s'apprêtent à inaugurer la plus haute tour des États-Unis, le One World Trade Center, construit sur Ground Zero. Tout a été mis en œuvre pour que ce nouveau gratte-ciel de 104 étages puisse résister à une éventuelle attaque terroriste. Et une entreprise québécoise a largement contribué à sa construction. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Même pour un gratte-ciel, c'est un géant. C'est une commande, la commande du siècle pour un architecte. Le One World Trade Center est la plus haute tour d'Amérique et le 3e plus haut gratte-ciel au monde. J'ai jamais vu un projet si complexe, pire que le nucléaire encore. Cette tour de plus de 3 milliards de dollars est une forteresse de verre, de béton et d'acier. C'est le plus haut gratte-ciel conçu pour être à l'épreuve des terroristes. Le One World Trade Center, dimanche prochain, à découverte. Ne manquez pas les années-lumière tous les dimanches à midi sur ICI Radio-Canada Première. Et je vous invite aussi à nous suivre sur Twitter à Découverte RC. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine.